La province romaine d'Espagne était l'une des plus anciennes provinces de l'Empire romain. Après la victoire de Rome sur Carthage lors de la Deuxième Guerre punique, Rome a pris le contrôle de la partie sud de la péninsule ibérique en 201 avant Jésus-Christ. Plus tard, elle a été entièrement conquise et est devenue la province d'Espagne. Pendant 600 ans, les Romains ont régné sans conteste sur cette péninsule, jusqu'à ce qu'après 407 après Jésus-Christ, pendant la période des grandes migrations, plusieurs tribus germaniques aient réussi à percer les défenses frontalières romaines et à se déplacer jusqu'en Espagne, où elles se sont installées. Parmi eux se trouvaient les Suèves, les Vandales et les Alains. Alors que l'Empire occidental était lentement déchiré par ces migrations, par le chaos, par d'interminables guerres civiles, par des ennemis de l'extérieur et de l'intérieur, les Romains ont lentement perdu le contrôle de l'Espagne. La dernière fois que l'Empire romain d'Occident a contrôlé cette province, c'était lors des dernières années du règne de l'empereur Majorien. Et quand il a été tué, avec lui sont morts les derniers vestiges de l'Espagne romaine, après 660 ans de contrôle romain. Où est-ce le cas? Car peu de temps après la chute de l'Empire romain d'Occident, l'encore vital et fort Empire romain d'Orient a entrepris une campagne de reconquête sans précédent, reconquérant de grandes parties de l'ancien Empire romain d'Occident, et parmi ces parties se trouvait également le sud de l'ancienne province romaine d'Hispanie, qui a été reconquis par l'Empire romain en l'an 551. Alors, comment était la vie dans cette province romaine d'Orient de l'Espagne? Était-ce très différent sous Majorien ou sous Valentinien? Comment pouvons-nous imaginer les villes et l'architecture dans cette nouvelle province romaine pendant les 70 ans de son existence? C'était à l'époque glorieuse de l'Empire romain d'Orient, que certains appellent l'Empire byzantin, mais je ne suis pas d'accord, car personnellement, je n'appellerai pas l'Empire romain d'Orient, du VIe siècle, déjà l'Empire byzantin. L'empereur Justinien était encore un locuteur natif du latin, tout comme son meilleur général Bélisaire, et de nombreux autres hauts fonctionnaires de cet empire encore très romain. Oui, il parlait principalement grec, cependant, la culture n'avait pas encore beaucoup divergé de l'ancien empire romain d'Occident puisqu'il était tombé, et cela viendrait plus tard, à partir du milieu du 7e siècle. C'est, à mon avis, quand nous pouvons commencer à parler davantage d'un empire byzantin. Vous pouvez regarder cette vidéo ici si vous voulez savoir pourquoi, même alors, je n'aime pas beaucoup le terme. Quoi qu'il en soit, revenons aux jours de gloire de cet empire romain à nouveau en croissance. Oui, il avait perdu ses provinces occidentales à la fin du 5e siècle. Les derniers vestiges de celui-ci sont tombés en 486. Mais après l'année 533, il grandissait et s'élargissait à nouveau. Le royaume vandale d'Afrique avait été reconquis en 534, et avec lui, ses possessions insulaires en Méditerranée, la Corse, la Sardaigne et les îles Baléares. En 540, le royaume ostrogothique était presque reconquis, et Bélisaire avait capturé leur capitale, Ravenne. En 554, il est définitivement tombé et a été complètement annexé par l'Empire romain ressuscité sous la domination romaine orientale. Et donc, c'était un coup de chance pour les Romains qu'exactement pendant ces années, il y a eu une série de révoltes en Espagne sous la domination des Wisigoths. Cette ancienne province romaine avait été sous le règne des Wisigoths depuis la mort de l'empereur Majorien, en 461. Les Wisigoths étaient des chrétiens ariens, et la population romaine native de ces terres était des chrétiens chalcédoniens. Naturellement, cela a souvent entraîné des tensions, et en 550, cela a provoqué des rébellions généralisées dans plusieurs villes de l'Espagne wisigothique. Selon Isidore de Séville, un certain Athanagild s'est rebellé contre le roi wisigoth Aguila pour se faire roi. Et ainsi, Athanagild, du moins c'est ce qu'a écrit Isidore, a demandé de l'aide à l'Empire romain d'Orient contre Aguila. Et rapidement, Justinien a vu l'opportunité qui s'ouvrait et a envoyé une flotte. On dit souvent que Petrus Marcellinus Felix Liberius était le commandant de cette expédition, mais il avait environ 85 ou 86 ans à cette époque, donc c'est très douteux. De plus, Procope de Césarée a écrit que Liberius était en fait à Constantinople pendant cette période. Donc, je doute vraiment que Liberius ait mené cette invasion, mais bien sûr, nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Peut-être que le vieux Liberius dirigeait en effet cette expédition, ce qui le rendrait plutôt badass, et certainement l'un des plus anciens commandants militaires à succès de l'histoire. C'est aussi un personnage intéressant qui est en fait né dans l'Empire romain d'Occident, encore existant à l'époque,
et qui était un locuteur natif du latin. C'est pourquoi, encore une fois, cela n'a pas de sens d'appeler déjà ces Romains de l'Est byzantin. Si Liberius dirigeait l'expédition, les Romains ont débarqué au plus tard en 550, mais sinon, 552 est une date d'atterrissage possible. Les Romains, avec les Wisigoths rebelles d'Athanagild, ont alors réussi à capturer une grande partie du sud de l'Espagne en l'espace de 2 à 3 ans. Athanagild s'est cependant rapidement rendu compte qu'il avait été un pion de Constantinople et donc les Romains ont refusé de rendre le territoire capturé aux Wisigoths. L'étendue exacte du territoire capturé fait toujours débat, mais comprenait probablement de grandes parties de l'ancienne Baetica et Carthaginensis romaine. Carthago Nova faisait certainement partie de cette nouvelle province, tout comme Corduba et peut-être même Hispalis pendant un certain temps. La province n'était pas nommée Espagne comme l'ancienne romaine, mais Espagne et était donc une partie de l'Espagne, après une interruption d'environ 90 ans à nouveau partie de l'Empire romain. Mais comment était la vie dans cette Espagne romaine orientale par rapport à l'Espagne romaine occidentale précédente? Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populusque Romanus est en train de fabriquer. Ils produisent des bagues de légionnaires, divers thèmes de bagues, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est du matériel de haute qualité fait à la main, en effet. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même, ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une réduction de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de réduction Maiolianos. Alors allez vérifier leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Alors retour à la province romaine orientale de Espagne. La population autochtone de l'Espagne, qui était encore majoritairement composée de Romains de l'ancien temps, a-t-elle accueilli les Romains de l'Est? Eh bien, en matière religieuse, nous pouvons supposer que oui. Les Romains chrétiens chalcédoniens d'Espagne étaient certainement en meilleurs termes avec un credo chrétien romain oriental très similaire qu'avec les Ariens, qui étaient considérés par la plupart des Chalcédoniens comme une hérésie. Alors nous ne devrions pas oublier que même dans les années 550, les Romains de Espagne et d'autres parties de l'ancienne Hispanie parlaient encore latin. Les Wisigoths ont en fait adopté la langue latine et le latin a changé mais lentement au fil des décennies. Il n'a commencé à diverger de manière notable que plus tard. Et comme beaucoup de Romains de l'Est étaient également encore des locuteurs natifs du latin, comme le montrent les exemples de Justinien Bélisaire ou même Liberius, nous pouvons supposer que la domination romaine de l'Est a dû être accueillie par beaucoup, mais bien sûr aussi opposée par certains, en particulier par les loyalistes wisigoths. Et cette province de Espagne durerait environ 70 ans, presque toute une vie humaine. Alors, à part la langue et la religion, comment était la vie en Espagne à l'époque? Eh bien, pour commencer, les villes de cette époque avaient toujours une apparence résolument romaine. Maintenant, certes, beaucoup des anciens aqueducs, forums, amphithéâtres ou temples romains avaient lentement commencé à tomber en ruine. Mais dans de nombreuses régions, ils étaient encore entretenus, dans la mesure où les ressources le permettaient, en particulier les aqueducs, car ils étaient essentiels pour approvisionner la population des villes en eau et constituaient donc une ligne de vie importante. Naturellement, les amphithéâtres n'étaient plus fréquemment utilisés, et donc, lorsqu'ils tombaient en ruine, que ce soit à cause d'un tremblement de terre ou simplement par négligence, leurs pierres étaient le plus souvent réutilisées comme matériaux de construction pour de nouvelles églises. Il en va de même, bien sûr, pour les anciens temples gréco-romains. Certains d'entre eux ont été transformés en églises. L'exemple le plus célèbre est bien sûr le Panthéon à Rome, et c'est une pratique qui était en fait assez courante. Mais certains autres temples, après plus d'un siècle de négligence, pourraient déjà montrer des signes de vieillesse. Ceux qui étaient irréparables ont également été réutilisés pour la construction de nouvelles églises ou maisons. Ainsi, alors qu'en l'an 400 après Jésus-Christ, la ville de Carthago Nova aurait encore eu un aspect très classique romain, environ 150 ans plus tard, dans cette province romaine orientale de Espagne, Carthago Nova aurait eu un aspect plus chrétien. Vous auriez vu moins de temples, toujours certains mais pas autant, et beaucoup plus d'églises qu'en 400 après Jésus-Christ. De plus,
Beaucoup de bâtiments auraient peut-être paru plus usés ou endommagés, car les réparations des bâtiments n'étaient bien sûr plus facilement possibles, car l'infrastructure de l'ancien empire occidental s'était effondrée. Il était beaucoup plus facile de réutiliser des pierres locales que de les apporter de carrières lointaines, comme cela se produisait régulièrement lorsque l'empire était encore à son apogée. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, les Romains de l'Est ont également ajouté certains de leurs propres bâtiments, et ils étaient surtout célèbres pour leurs splendides mosaïques et ceux que nous appellerions maintenant l'architecture byzantine, qui était déjà en émergence à cette époque. Nous pouvons trouver de nombreux baptistères, qui sont des bassins de baptême, qui étaient très souvent merveilleusement ornés de splendides mosaïques d'un très grand savoir-faire. La colonie romaine orientale de Son Peretto, sur l'île de Majorque, donne une bonne impression de l'aspect que ces villes romaines orientales auraient pu avoir à cette époque. Ainsi, après quelques décennies de règne romain oriental, les villes de Espagne auraient déjà pu avoir un aspect plus byzantin, avec de nombreux éléments architecturaux et des églises construites dans ces styles. Et pourtant, de manière fascinante, nous verrions encore ici et là un ancien temple gréco-romain, bien sûr dans une autre fonction, comme une église ou un espace de stockage, ou redédié à une autre fin. Cela peut être vu de manière impressionnante, par exemple, dans l'ancienne ville nord-africaine de Duga. Elle est encore très bien conservée, même l'ancien Capitolium, et nous pouvons voir que l'ancien temple central n'a pas été détruit lorsqu'il a été repris par l'Empire romain d'Orient, mais a été laissé debout et incorporé dans un mur de fortification qui a été construit par les Romains d'Orient. Nous pouvons supposer que cela s'est également produit en Espagne. La Espagne elle-même n'était pas gouvernée par un exarque comme l'Afrique ou l'Italie, mais par un magister militum, qui était peut-être sous le commandement direct de l'exarque d'Afrique. Et en effet, nous pourrions dire qu'un grand objectif de la Espagne était d'empêcher les Wisigoths de se rendre en Afrique et de répéter ce que les Vandales avaient fait plus d'un siècle plus tôt. Nous pourrions même appeler la Espagne un rempart dans les confins occidentaux de l'Empire, contre les Wisigoths. Les Romains de l'Est avaient vraiment tiré les leçons de l'erreur de l'Empire romain d'Occident. Il y avait un lien très étroit entre la Espagne et la Mauritanie tingitana. Une lampe à huile de Espagne a été découverte, avec quelques amphores qui étaient très proches dans le style de CE que vous trouveriez en Mauritanie. Cartagena a été fouillée ces dernières décennies par des archéologues, et par exemple un complexe résidentiel de l'époque romaine orientale a été découvert, qui a très probablement été construit pour des soldats romains orientaux, qui étaient stationnés en tant que garnison locale. Dès les années 570, les Wisigoths ont commencé une offensive et ont capturé les villes du nord de la Espagne, mais même à cette époque, il y avait encore des rebelles Bakodaï qui vivaient dans une zone tampon entre la Espagne romaine et le territoire wisigothique. Par conséquent, les Wisigoths ont été entravés dans leur expansion, et ainsi les Romains ont pu se défendre. À la fin des années 500 sous le règne du roi Recared, les Romains sont même repassés à l'offensive, lorsque l'empereur Maurice régnait à Constantinople. Et nous pourrions dire que le début de la fin pour Espagne est arrivé en 602, tout comme la fin pour tant d'autres parties de l'Empire romain. En effet, nous pourrions qualifier l'année 602 de tournant dans l'histoire romaine, comparable à la trahison contre l'empereur occidental majorien, ou comparable à la défaite à Adrianople en 378 par son ampleur et sa magnitude. Le majorien de ces temps était l'empereur Maurice, et il serait le dernier empereur romain à faire campagne de l'autre côté du fleuve Danube, dans l'ancienne province de Dacie, comme l'empereur Trajan lui-même. 500 ans plus tôt, il avait repoussé les Avars sauvages de l'autre côté du Danube d'où ils étaient revenus. C'est également lui qui avait établi l'exarchat d'Afrique et d'Italie, marquant le premier véritable effort pour arrêter l'avancée des Lombards en Italie. En effet, c'était un très bon empereur, et je vais certainement faire une vidéo détaillée à son sujet. Mais ensuite, comme la trahison brutale de Majorien en 461, il a également été brutalement trahi par un certain Phocas en l'an 602, et son sort aurait peut-être été encore pire que celui de Majorien, car Phocas a même exécuté les enfants de Maurice, et il est dit qu'il a même forcé Maurice à les regarder être exécutés. Cela n'était pas seulement d'une cruauté insensée, mais cela plongerait l'Empire romain dans un chaos total, ce qui entraînerait l'annexion par la Perse de grandes parties de l'Empire romain,
les Avars repoussant immédiatement au-delà du Danube et annulant tous les gains de Maurice et les Lombards capables de renforcer leur emprise en Italie, avec tous ces désastres incroyables qui déferlent soudainement sur l'Empire romain de tous côtés, il est assez clair que la province de Espagne ne pouvait plus être maintenue. Nous pouvons supposer que de nombreux soldats romains qui étaient stationnés en Espagne ont dû être rappelés pour combattre les Perses et les Avars, car l'existence de tout l'Empire était en jeu. Les Wisigoths ont bien sûr immédiatement réalisé cela et sont passés à l'offensive. Le roi Sisébu est passé à l'offensive dans les années 610 et a capturé de nombreuses villes, détruisant complètement plusieurs villes au passage. Cela devait être si brutal que même les Francs ont pris note, et cela signifie certainement quelque chose. Le chroniqueur franc Friedegar a écrit « Il est intéressant ici le choix des mots, Empire romain et non Empire byzantin. » En effet, les royaumes germaniques considéraient toujours l'Empire romain d'Orient comme le véritable Empire romain à cette époque. Même Carthago Nova a été conquise par les Wisigoths à un moment donné et si gravement endommagée qu'elle n'est jamais réapparue en Espagne wisigothique comme une ville d'importance. Elle a peut-être été complètement abandonnée pendant un certain temps. En 621, les Romains détenaient encore quelques villes le long de la côte, mais en 624, même celles-ci avaient alors été capturées, et ainsi, après environ 70 ans, presque une vie humaine entière, s'est terminée l'ère de la Espagne romaine orientale. Et donc, l'Empire romain a détenu des parties de l'Espagne pendant une très respectable période de 730 ans, avec quelques interruptions entre les deux. Cette fascinante province de Espagne qui, espérons-le, suscitera plus d'intérêt et, espérons-le, grâce aux fouilles archéologiques toujours en cours, nous trouverons encore des artefacts fascinants de cette époque intéressante mais trop courte, de l'Espagne romaine orientale. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne de quelque manière que ce soit. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon dont l'Empire romain a vaincu le royaume vandale, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment les Romains de l'Est ont vaincu les Ostrogoths, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago et benevalete.